un chapitre plus macro avec l'interview économique. Et oui, la BCE se réunit ce jeudi dans ce qui constitue l'un des événements les plus importants de la semaine pour les marchés. Les investisseurs prévoient que la BCE devrait augmenter ses taux alors que l'activité économique dans la zone euro ralentit plus rapidement que prévu. Il y a quand même un doute. D'un côté, les consommateurs de la région freinent leurs dépenses parce que l'inflation ronge leurs revenus disponibles, tandis que le secteur manufacturier est en déclin, et ça c'est depuis le milieu de l'année 2022. Alors la théorie voudrait que ces deux facteurs fassent baisser l'inflation. La BCE n'est pas encore convaincue. Eh bien je me tourne vers un spécialiste, Christophe Barraud, chef économiste chez Market Securities. Christophe Barraud, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors quid de l'inflation, ça fait partie des éléments majeurs pris en compte, analysés pour arriver à cette décision en début d'après-midi ce jeudi. Et quelle est votre analyse à vous? Même si, titre personnel, je ne pense pas que ce soit nécessaire de relever les taux d'intérêt pour revenir vers un seuil d'inflation à 2% sur le moyen terme, j'aurais plutôt tendance à penser qu'ils vont le faire, pour des raisons peut-être macroéconomiques, mais aussi, je pense, tactiques et aussi politiques. D'un point de vue macroéconomique, comment le justifier? C'est que on a vu que les anticipations d'inflation étaient légèrement remontées, que ce soit dans les sondages de la BCE ou bien via des variables de marché comme les swaps d'inflation, donc 5 ans dans 5 ans. On est plus élevé aujourd'hui que lors de la précédente réunion. Donc ça, c'est un petit peu l'argument. L'idée de se dire qu'on pourrait avoir potentiellement, mais selon différents facteurs, une réaccélération de l'inflation à cause notamment du prix de l'énergie, prix de l'essence. Ça pourrait être pris aussi en compte par la BCE. Mais après, c'est plus, je dirais, quelque chose de politique et tactique. On sait que les membres de la BCE veulent encore une fois relever les taux d'intérêt. Certains ont dit qu'on était proche du pic, mais qu'on n'y était pas forcément. Et ils auraient plutôt intérêt à le faire maintenant plutôt que de le faire après, puisqu'on sent bien, comme vous l'avez dit en préambule, que l'activité économique ralentit fortement dans la zone euro. Donc le secteur manufacturier, on est en contraction, la construction, l'immobilier, c'est également le cas. Donc le risque, ce serait d'attendre pour potentiellement être amené, s'il y a un nouveau sursaut inflationniste, de relever les taux, mais dans une situation au 4e trimestre, on pourrait être pour le coup sur une contraction de l'activité, donc ce qui pourrait être fortement critiqué et nuire peut-être aussi à la crédibilité de la BCE. Il y a un positionnement politique parce que si aujourd'hui Christine Lagarde ne relève pas les taux d'intérêt, sa décision sera contestée par tout un tas de membres, alors que si elle les relève, elle pourrait avoir un vote un peu plus populaire. Donc il y a plus un angle, je dirais, tactique politique qui peut quand même se justifier macroéconomiquement, même si pour moi, à titre personnel, je ne relèverai pas les taux d'intérêt. Ce chiffre de l'inflation, de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui est tombé plus 3,7% en août, est-ce que c'est important si on regarde l'inflation corps? Parce que voilà, globalement, la BCE a augmenté ses taux là, de 425 points de base depuis le 2 août. Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt s'établissent respectivement à 4,25%, 4,50%, 3,75%. Voilà, tout ça est soigneusement analysé. Les derniers chiffres font pas trop pencher la balance. Du côté de la BCE ou dans ce contexte, je veux dire, voilà. Dans le contexte, voilà, il y a un petit risque que l'inflation donc globale, et essentiellement à cause de la composante énergétique, reparte à la hausse sur le court terme. Donc on l'a vu aux États-Unis en rythme mensuel au mois d'août. On sait que l'énergie contribuera encore positivement au rythme mensuel au mois de septembre. Donc ça crée un certain doute pour la fin d'année, en tout cas. On a aussi des signaux sur le marché de l'emploi. Donc, aux États-Unis, on a plutôt un ralentissement. En Europe, ça reste neutre. On a quand même un taux de chômage qui est historiquement bas. On a une croissance des salaires toujours élevée. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est une situation, je dirais, on est un peu sur une phase d'entre-deux, avant d'avoir une inflation qui
va à nouveau se normaliser potentiellement dès la fin de l'année et début de l'année prochaine. On a eu beaucoup d'inquiétudes ces derniers mois sur le ralentissement de la Chine. J'ai vu que une sorte de sondage de Reuters disait que la croissance de l'économie chinoise devrait ralentir à 4,5% en 2024, 4,3% en 2025. Tout ça a bien sûr un impact puisqu'on parle d'une économie qui importe également beaucoup. Quelles sont vos attentes? On a été globalement surpris par la faiblesse de l'activité à partir de la fin du mois de mai, début du mois de juin. On a vu que le marché immobilier avait pesé très négativement, que ce soit via canal direct des dépenses, tout ce qui va être lié à investissement dans la construction, mais ça pèse aussi sur les ménages qui en Chine sont très très fortement, dont la part de la richesse est très fortement orientée sur l'immobilier. Sur les derniers sondages de la Banque centrale chinoise, aux alentours de 60%. Aux États-Unis, on est plutôt à 30%, donc ça donne un cadre. Et cette rechute sur l'immobilier, via la baisse des ventes, via la baisse des prix, a créé un vrai signal d'alarme et a pesé aussi, in fine, sur la consommation des ménages. Donc ce qui a poussé les économistes, y compris nous, à revoir en baisse nos estimations, surtout pour 2023. Maintenant, le point positif, c'est que les autorités ont réagi à partir du mois d'août avec tout un tas de mesures visant notamment à diminuer le montant d'apport minimum pour les achats résidence principale, résidence secondaire. On voit qu'au niveau local, il y a tout un tas de villes qui aussi sont en train d'enlever des restrictions qu'elles avaient mises par le passé, donc ce qui vont faciliter aussi l'accès à la propriété. Et enfin, vous avez aussi la Banque centrale qui a décidé de baisser ses taux sur les emprunts immobiliers, sur les nouveaux, mais aussi sur une partie des emprunts déjà existants. Donc ça devrait être un soutien à court terme et permettre de limiter la casse, mais on sent bien que voilà, ça reste un problème structurel et qui va peser aussi sur les perspectives 2024 et vraisemblablement 2025. On ne peut pas ne pas parler des prix du pétrole. Il y avait beaucoup de craintes sur une importante pénurie de brut pour le 4e trimestre après les rapports mensuels de l'AIE et de l'OPEP. Bon, ça a plein de conséquences, notamment sur l'inflation. Exactement. Alors la problématique, elle est double, c'est que côté offre, on sent bien qu'on a une insuffisance très marquée qui s'est vue à travers la chute des stocks mondiaux. Si on prend les stocks onshore et offshore, on est en chute libre depuis le mois d'août, donc c'est assez cohérent avec ces deux rapports. Ça ne va pas forcément s'améliorer puisque la Russie et l'Arabie Saoudite ont décidé de maintenir leur niveau de production jusqu'à la fin de l'année. Et côté demande, on est sur un plus haut historique parce que la Chine, l'air de rien, repart quand même suite à la réouverture. On est sur un trafic aérien qui est plus de 100%, enfin quasiment un peu plus doublé par rapport à l'année dernière à la même époque. On est à un plus haut historique là-dessus. Et on a une réouverture aussi de la Chine progressive à l'international. Donc une consommation de carburant en Chine qui est très élevée, qui va soutenir la demande. Et puis même sur l'ensemble de la planète, on reste quand même sur une demande très forte parce que le nombre de véhicules thermiques en absolu continue d'augmenter. Et surtout, il y a un paramètre important, c'est que vous avez les gens qui passent de plus en plus de temps dans leur voiture, puisqu'il y a un phénomène de congestion sur toutes les métropoles. Donc on a quand même une demande de pétrole qui reste extrêmement résiliente et avec une offre qui est soit fixe, soit qui potentiellement peut se réduire, puisqu'on rentre dans une phase où il peut y avoir des ouragans aux États-Unis, où il y avoir tout un tas de maintenance au Moyen-Orient, en Inde, etc. Donc voilà, des risques plutôt toujours orientés à la hausse, surtout si on a un déficit qui serait le plus large depuis 2007 sur le marché à horizon du 4e trimestre. Je vous retrouve quand même très très zen dans une journée où la BCE, là, ça risque d'impacter quand même les marchés, là, ils sont sur les nerfs. On essaye de rester zen, parce qu'il y a toujours beaucoup d'actualités, en fait. Maintenant, c'est sûr que l'après-midi sera chargé, et puis au-delà de la décision sur les taux d'intérêt, il y aura aussi les perspectives, les nouvelles perspectives, donc prévision de croissance, d'inflation, et éventuellement les guidances sur qu'est-ce qu'ils vont faire après aujourd'hui.
Merci beaucoup Christophe Barraud pour Avec ces plaisir. explications. On était avec le chef économiste de Market Securities pour mieux comprendre les enjeux actuellement dans les mains de Christine Lagarde, les faucons, les colombes. En tout cas, il y a quand même une forte probabilité à vous écouter que la poursuite de hausse des taux se continue. Et oui, il y a toujours de l'inflation à voir tout à l'heure sur les marchés et sur TV Finance. Effectivement, suivez l'actualité sur tvfinance.fr. À suivre une autre interview, on parle encore d'énergie, on parlait de pétrole, mais ce coup-ci, on parle de batterie électrique avec cette interview d'une dirigeante de Verkor. C'est la société qui fabrique, qui met en place une usine de production de batteries électriques à Dunkerque. Et figurez-vous que cette interview est exclusive de TV Finance avec Anna Tessot, directrice commerciale marketing de Verkor, alors même que la société bénéficie d'une levée de fonds de 2 milliards d'euros. C'est tellement important dans les batteries électriques que c'est le président Macron qui l'annonce. À notre micro, vous retrouverez cette dirigeante de Verkor. C'est à suivre. Merci encore pour cet entretien.